Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui Quid des élections turques qui auront lieu ce dimanche 14 mai. On va en parler aujourd'hui avec Jean Marcoux. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et vos domaines d'enseignement et de recherche concernent entre autres la politique de la Turquie. Alors à 2 jours de l'élection turque, on entend beaucoup dire que Recep Tayyip Erdogan pourrait perdre ses élections, du moins c'est la tendance qui semble se dessiner. Alors Jean Marcoux, on sait que des élections sont jamais jouées d'avance, qu'il faut toujours se méfier un petit peu des sondages. Pour autant, est-ce que cette tendance vous semble véridique? Effectivement, l'opposition en 20 ans d'AKP au pouvoir n'a jamais eu autant de chances de l'emporter parce que, bon, effectivement, tous les sondages depuis un certain temps, ou une grande partie des sondages, la donnent en tête. Aussi parce que finalement, elle a réussi, en tout cas son leader, Kemal Kılıçdaroğlu, a réussi un peu l'impossible, c'est-à-dire d'unir pratiquement toutes les forces importantes d'opposition à Erdogan. Et ce n'était pas facile. Bon, c'est une course de fond qui a commencé maintenant il y a plus d'un an avec le rassemblement de ce qu'on a appelé la table des six. Mais au-delà de cette table des six qui rassemble le parti kémaliste dont est issu et dont est le leader, le challenger de Recep Tayyip Erdogan, c'est-à-dire Kemal Kılıçdaroğlu, cette table rassemble un parti nationaliste modéré, le Bon Parti, deux partis d'anciens leaders de l'AKP, un parti de centre droit et même un parti islamiste. Mais au-delà de cette table des six, il faut bien voir que Kemal Kılıçdaroğlu a aussi réussi à obtenir le soutien des Kurdes de gauche, des Kurdes d'opposition, dont le parti, cette fois, ne présente pas de candidat, alors que son candidat, lors des deux précédentes élections, était arrivé troisième. Donc, il est évident que les Kurdes, dans cette affaire, sont un important acteur de cette élection et que finalement, Kemal Kılıçdaroğlu est parvenu à rassembler pratiquement toutes les forces qui souhaitent une alternance, un peu à créer une dynamique du tous contre Erdogan. Last but not the least, hier, vous avez sans doute vu que il y avait dans cette élection quatre candidats, au-delà des deux principaux connus auxquels tout le monde s'intéresse, c'est-à-dire Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. Un troisième candidat était un candidat de la gauche dissidente, de l'opposition dissidente, Muharrem İnce. Il avait été d'ailleurs le candidat du parti de Kemal Kılıçdaroğlu en 2018, puis il est entré en dissidence, a créé son propre parti, et puis un petit parti nationaliste qui ne s'intéresse qu'à la dénonciation de l'immigration syrienne en Turquie. Or, il se trouve que Muharrem İnce, qui était crédité de 4 à 5 dans les sondages, a décidé hier de retirer sa candidature. Alors, c'est une annonce très importante parce que d'une part, ça risque d'accroître les chances de Kemal Kılıçdaroğlu de l'emporter, mais ça risque aussi de produire une élection qu'à un seul tour parce que finalement, c'est bien encore plus Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu qui vont s'affronter dimanche avec un troisième candidat qui, malgré tout, ne pèse pas très lourd. Donc, il est possible et il est même probable qu'on ait finalement une élection dès le premier tour de Kemal Kılıçdaroğlu ou de Recep Tayyip Erdogan. Et alors justement, cet opposant Kemal Kılıçdaroğlu, qu'est-ce qui caractérise sa ligne politique? Autour de quel point de son programme est-ce qu'il a réussi à réunir son électorat par rapport à Recep Tayyip Erdogan? Alors, Kemal Kılıçdaroğlu est en fait le leader du parti kémaliste, hein, le CHP, le Parti républicain du peuple, qui était le parti d'Atatürk à l'époque kémaliste.
et qui est devenu aujourd'hui une sorte de parti social-démocrate, qui est d'ailleurs membre de l'internationale socialiste, comme la plupart des partis sociaux-démocrates européens. Mais depuis une dizaine d'années, je crois qu'il a réussi à imprimer sa marque, bien qu'on ne l'ait pas vu venir, bien que Recep Tayyip Erdogan ne l'ait pas vu venir. L'originalité de ce candidat, c'est d'ailleurs ses origines, parce qu'il est d'origine alévi. Les Alévis sont une religion, on peut le dire, à proprement parler, même s'ils sont souvent classés dans la branche chiite de l'islam. En réalité, c'est une confession extrêmement ancienne, avec des origines zoroastriennes, avec même des influences hétérodoxes, si j'ose dire, qui est implantée en Turquie depuis extrêmement longtemps, qui a d'ailleurs été souvent persécutée et qui est finalement, qui représente à peu près 20% de la population. Or, Kemal Kılıçdaroğlu, qui est originaire de d'Ersim, Tunceli, donc d'une province kurde du sud-est de la Turquie, euh, a longtemps un peu tu ses origines que Recep Tayyip Erdogan se plaisait d'ailleurs à rappeler en estimant que finalement il ne fallait pas cacher ses origines et en souhaitant probablement provoquer un réflexe un peu nationaliste chez beaucoup de Turcs. Eh bien, Kemal Kılıçdaroğlu, justement, ça a été un des traits de sa campagne. Il a ouvertement abordé en fait ses origines, notamment pour souligner la diversité de la société turque. Il a notamment délivré un message qui a été très regardé sur les réseaux sociaux il y a environ un mois, expliquant notamment aux jeunes générations ce qu'était la diversité de la société turque et qu'il était effectivement ouvertement à l'élite. Donc il a pris un peu le contre-pied de Recep Tayyip Erdogan sur ce plan-là. Également, je crois que dans sa campagne, et là ça a été l'objet d'un autre clip, ces clips d'ailleurs de Kılıçdaroğlu, ces clips de proximité qu'il a diffusés sur Twitter, qui sont de petits messages de 2 à 3 minutes, ont fait mouche dans la campagne. Et là aussi, Recep Tayyip Erdogan, habitué aux grands meetings, a été un petit peu pris à contre-pied. Et je dirais, en dehors du clip sur les Alévis, je crois qu'il y a un clip qui a marqué le 9 avril, c'est le clip de l'oignon, hein, où Kemal Kılıçdaroğlu finalement a évoqué très concrètement, dans un style dépouillé, je dirais, la situation difficile des Turcs au moment où la Turquie, depuis plusieurs mois, connaît une inflation record, même si elle s'est tassée au cours des derniers mois. Cette inflation pose le problème pour les Turcs de la vie quotidienne, de faire face à la vie quotidienne, y compris parfois d'acheter des fruits et des légumes à l'unité, hein, et bien évidemment le prix du kilo d'oignon a expliqué qu'Ilecdaroğlu est un peu bien l'agenda politique des Turcs. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à créer indiscutablement un effet qui finalement n'est pas du tout un candidat par défaut quand on regarde bien sa trajectoire. Il a marqué aussi en 2017 en lançant une grande marche pour la justice, dénonçant les atteintes notamment aux libertés publiques. Et là encore, le régime ne l'avait pas vu venir parce qu'il a décidé de rallier Ankara à Istanbul en marchant sur les 450 kilomètres séparant entre les deux villes. Or, au départ, le régime a laissé faire parce qu'il pensait que cette initiative auquel s'étaient joints quelques disciples était vouée à l'échec. Or, la marche a gagné en importance et s'est terminé par un meeting de plus d'un million de personnes à Istanbul. Donc, Kılıçdaroğlu est un homme discret, un homme qu'on ne voit pas venir finalement, mais qui travaille le terrain et qui, indiscutablement, n'est pas là par hasard.
aujourd'hui dans cette élection présidentielle qui se tiendra dimanche. Alors, vous avez parlé de la situation économique un petit peu compliquée évidemment en Turquie. Quels pourraient être les autres enjeux prioritaires pour le président, pour le futur président qui sera élu dimanche prochain? Un autre enjeu, en dehors de la situation économique dont vous parliez, est indiscutablement l'enjeu des libertés, l'enjeu de l'état de droit. C'est vrai que par certains côtés, la Turquie est encore une démocratie puisque vont se tenir ces élections, puisque contrairement d'ailleurs à ce qu'ont dit certains médias, la situation des libertés publiques n'est pas celle d'un pays comme la Russie, par exemple. Il reste qu'au cours des dernières années, en particulier de la dernière décennie, on a connu une tendance indiscutable à la rigidification, à des atteintes aux libertés fondamentales, à une concentration des moyens de presse dans les mains du pouvoir, à une euh, poursuite, une intimidation même des opposants. Hein, où on a noté finalement souvent une forme d'autocensure, hein, à la fois de la presse, mais également aussi de personnalités politiques. Également à une euh, diminution de l'état de droit, hein, finalement, dans tous ces aspects, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur le plan de l'expression des libertés publiques. Et il y a, je dirais, notamment chez beaucoup de gens qui soutiennent Kilicdaroglu, l'espoir de mettre un terme finalement à cette dérive. Et je dirais que si Kilicdaroglu était élu dimanche, ça serait non seulement un événement turc, mais ça serait également probablement un événement international, parce que dans un monde, et y compris dans une Europe où on a un certain nombre de régimes politiques qui, au cours des dernières années, ont abdiqué un certain nombre de libertés, ou écorné un certain nombre de libertés, dans un mouvement, une dérive qu'on appelle parfois populiste, qu'on appelle parfois illibéraliste, eh bien, la Turquie, si elle élit Kemal Kılıçdaroğlu, sera probablement l'un des premiers pays à revenir ou à enrayer cette dérive. Il y a 2 ans, vous vous souvenez des élections en Hongrie, ces élections avaient été suivies internationalement parce que beaucoup de gens tenaient ce raisonnement. Finalement, bon, le régime en place a été maintenu par les élections. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on a, sur le plan international, sur le plan de l'évolution des grandes tendances de la démocratie, on a un petit peu le même enjeu. Et puis, il y a encore je dirais, une troisième grande question qui d'ailleurs est liée à la deuxième, mais qui est une particularité proprement turque et régionale, c'est la question kurde. La question kurde, pourquoi? Parce que il faut voir que Recep Tayyip Erdogan, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, était arrivé avec l'ambition de résoudre politiquement la question kurde. Et dans les 10 premières années, vous le savez, au départ, l'AKP a incarné l'espoir d'une ouverture politique, d'ailleurs qui concernait non seulement la question kurde, mais le reste des institutions. Et finalement, cet espoir, justement, s'est éteint en quelque sorte. Mais il s'est éteint notamment particulièrement concernant la question kurde, puisque Recep Tayyip Erdogan, qui a ouvert 3 tentatives, qui a lancé 3 tentatives pour résoudre politiquement la question kurde, finalement les a brutalement interrompues en 2015. On a assisté à la reprise de la guérilla et on est finalement maintenant, depuis près de 8 ans, dans un processus où l'on tente de résoudre à nouveau la question kurde par la répression, de la surmonter par le militaire.
y compris, bon, il est vrai que le parti kurde est toujours autorisé, qu'il a même été au cours des 2 dernières élections le troisième parti, y compris le troisième parti représenté au Parlement, et que vous l'avez vu, il est important à nouveau dans ces élections parce qu'il a apporté son soutien à Kılıçdaroğlu en ne présentant pas de candidat de cette fois. Donc il est probable que la question kurde et mettre fin notamment à cette logique qui prévaut depuis 8 ans, hein, cette logique militaire qui prévaut depuis 8 ans pour renouer, hein, avec une logique politique. Il est probable que ça sera aussi l'une des grandes questions posées à Kemal Kılıçdaroğlu si jamais il est élu dimanche. Très bien. Jean Marcoux, je le rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Quid sur Sud TV.